Alors bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes pas tous encore intégrés par notre régie, mais vous devez me voir et pour les personnes qui ont déjà accepté, on est quasiment 74 personnes et vous êtes 74 participantes et participants pour suivre cette conférence. Il nous reste encore quelques personnes à rentrer dans la salle d'attente. À 10 heures, nous serons parfaitement en adéquation avec l'horaire et pour débuter cette conférence. Je vois le décompte et voilà. Nous sommes toutes et tous réunis. Merci beaucoup à toutes et tous d'être présentes et présents sur cet atelier. Un atelier que nous avons intitulé Valoriser les eaux pluviales en les gérant efficacement et durablement. Finalement, les grands mots-clés, ça sera collecter, transporter, infiltrer, gérer les volumes, gérer, c'est-à-dire traiter, stocker, réguler, et puis surtout, voir comment on peut combiner toutes ces approches. Pour toute cette session, c'est Sophie Jacob. Merci Sophie Jacob d'être à nos côtés. Vous êtes responsable du département travaux publics au CERIB. Vous nous donnerez peut-être deux, trois mots pour présenter le CERIB. Vous voyez déjà la slide d'introduction pour Sophie. Alors, moi, j'ai un bon rôle et un mauvais rôle. Le bon rôle, c'est que je suis le gestionnaire du temps. Donc, eh bien, Sophie, on tiendra sur 30 à 40 minutes d'intervention maximum, puisqu'il est important qu'on laisse du temps au débat et aux questions de nos participantes et nos participants. Chacune, chacun, vous voyez dans le bas de votre écran un petit logo qui s'appelle Discussion. Eh bien, vous n'hésitez pas, euh, pendant l'intervention de Sophie Jacob, de poser les questions et je me ferai fort de les reprendre à la fin de l'intervention. Une petite notion complémentaire, si vous pouviez indiquer au moins votre typologie de collectivité lorsque vous posez votre question, c'est intéressant pour permettre peut-être d'adapter les réponses de Sophie Jacob. Voilà, moi j'en ai fini pour l'instant et Sophie Jacob, c'est à vous de prendre la parole. Je vous laisse commencer votre intervention pour une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus. À vous, Sophie. Merci Luc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Sophie Jacob, je travaille au CERIB, qui est le centre technique du béton préfabriqué. Et j'ai choisi aujourd'hui en tout cas, on a accepté de me faire intervenir pour parler de la valorisation des eaux pluviales. Donc j'articulerai mon propos en deux temps. Tout d'abord, un premier qui permettra de balayer les différentes fonctions qu'il faut remplir lorsqu'on veut gérer les eaux pluviales. Et puis, sur la deuxième partie, je ferai un focus sur un point qui est tout à fait important si on veut réaliser des ouvrages de gestion des eaux pluviales pérennes. Eh bien, il faut les dimensionner correctement. Et donc, je vous présenterai en quelques slides notre logiciel Auduc Plus qui permet de faire cette conception et ce dimensionnement des ouvrages. Donc, pour commencer, je vous dis que le CERIB est le centre technique de l'industrie du béton. L'industrie du béton en France, c'est à peu près 500 entreprises réparties sur un petit peu plus de 700 sites de production. Et comme vous le voyez sur la carte qui est projetée, on a un maillage des sites de production qui est assez intéressant sur tout le territoire national, ce qui permet notamment d'avoir des produits qui finalement voyagent assez peu entre le site où ils sont fabriqués. L'industrie du béton, qu'est-ce que ça veut dire? Je le précise néanmoins, c'est vraiment la fabrication de produits dans un site fixe de production. Alors, les eaux pluviales et cette gestion des eaux pluviales, eh bien, pour ceux qui le connaissent déjà, vous avez un certain nombre de fonctions qui sont à assurer pour gérer ces eaux pluviales. Et ces fonctions, elles sont
complètement reprise et déclinée dans le fascicule 70, titre 2, qui a été donc révisé récemment, puisque sa version révisée a été approuvée à la fin de l'année dernière, en octobre 2021. Donc des fonctions pour gérer les eaux pluviales qu'on balaie en 4 familles. La première, c'est si on veut gérer ces eaux, il faut les collecter, bien sûr, les capter. Ça a été dit tout à l'heure en séance plénière, hein, l'objectif, c'est de les capter au plus près de leur lieu de précipitation. Pardon. Et puis ensuite, une fois qu'on les a captés, on va les transporter vers un réseau, par exemple. Ça peut se faire au moyen de canalisation ou, lorsque c'est possible, les infiltrer directement. Et là, on sera complètement dans la notion de ville perméable et de désimperméabilisation. Ces eaux pluviales, une fois qu'on les a récupérées, une fois qu'on les a captées, on ne peut pas forcément les infiltrer ensuite directement dans le sol en place. Il peut y avoir besoin de créer un stockage intermédiaire qui va servir de tampon entre, pour réguler finalement la quantité d'eau qu'on va rejeter soit au milieu naturel, soit à un réseau, en fonction des possibilités du lieu où on s'implante. Ces eaux pluviales également, même si on cherche à les capter au plus près de leur lieu de précipitation, elles peuvent néanmoins être chargées en divers polluants qui peuvent être des matières en suspension, des hydrocarbures par exemple. Et donc, il peut être nécessaire de mettre en place des dispositifs pour les pré-traiter avant de les stocker ou avant de les rejeter. Et puis, en aval de tout ça, lorsqu'on a cette quantité d'eau pluviale et qu'on veut les restituer au milieu, ou là encore les envoyer vers un réseau, parce que quelquefois on ne peut pas faire autrement, on a besoin de contrôler en fait la quantité ou le débit avec lequel on va évacuer ces eaux vers le milieu récepteur. Donc, 4 grandes familles de fonctions, comme je le disais, en cohérence avec ce qui est défini dans le fascicule 70, bien sûr, et qui a une logique vraiment complète. Et pour ces 4 grandes familles de fonctions à assurer, on a un certain nombre de produits, en l'occurrence de produits en béton, qui permettent d'assurer ces différentes fonctions. Donc, si je les reprends dans l'ordre où je les ai exposés à l'instant, la première fonction qui est de capter les eaux pluviales et de les transporter. Alors, le transport étant conditionnel, hein, on ne le fait pas forcément, j'y reviendrai juste après. Donc là, en produit en béton, on a des solutions, j'allais dire, relativement classiques, mais qu'il est toujours bon de remettre en tête. Vous avez en haut à gauche des descentes d'eau sur des remblais de grande hauteur, par exemple, des têtes d'aqueduc de sécurité, donc ça c'est qu'on voit en bordure de route pour éviter que les véhicules ne s'encastrent, on va dire, dans les fossés, des caniveaux à fente, comme c'est sur la 3e photo en haut, ou des caniveaux à grille. On peut mettre en œuvre également des cadres hydrauliques, des dallots, c'est aussi un mot qui est utilisé. Collecter ces eaux au travers de bouches à valoir, de bordures de trottoirs. Et les transporter, par exemple, au moyen de tuyaux, bien sûr, associés à des regards pour permettre les accès au réseau de transport. Donc, ces différents produits en béton, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a des capacités de fournir des produits qui répondent vraiment aux besoins en termes de quantité d'eau à véhiculer, notamment en termes de résistance mécanique, puisque, vous le voyez, on peut avoir de la circulation, hein, à l'aplant des produits ou proche des produits.
Donc, des produits de différentes dimensions dont la seule limite, finalement, est celle du gabarit du transport routier. Donc, bah, pour les tuyaux, en général, on se limite à 3,50 m de diamètre. Pour les cadres, ça va de 50 par 50 jusqu'à 6 mètres en monolithique, et au-delà, on peut faire des assemblages. Autre fonction qu'il peut être nécessaire d'assurer pour gérer les eaux pluviales, et c'est une fonction qui est aujourd'hui très mise en avant lorsqu'on parle de désimperméabiliser, c'est la fonction d'infiltration. Donc on cherche à infiltrer directement les eaux pluviales à l'aplomb de leur lieu de précipitation. Pour ça, en béton, on dispose d'un certain nombre de revêtements qu'on qualifie de drainants, qui peuvent être constitués de produits qui sont poreux dans la masse. C'est le cas, par exemple, pour la photo du milieu. Donc là, c'est le béton proprement dit qui va permettre l'infiltration de ces eaux. On peut également mettre en œuvre les produits de manière un petit peu différente de ce qu'on fait classiquement, donc en réalisant des joints plus larges. Donc pour ça, les produits sont munis d'écarteurs, et on va mettre en place ces pavés, en l'occurrence, avec des joints qui peuvent faire de 5 à 30 millimètres en fonction de la taille des écarteurs. Et dans ces cas-là, ce ne sont pas les produits eux-mêmes qui vont permettre l'infiltration des eaux, c'est le matériau de jointoiement, donc qui peut être constitué de gravillons, par exemple, ou d'un mélange terre-sable, si on souhaite végétaliser ces joints, comme c'est le cas sur la photo, sur une des deux photos en bas à gauche. La troisième famille de produits qui permettent l'infiltration des eaux pluviales, c'est la famille qu'on appelle la famille des dalles drainantes, qui peuvent être, donc ce sont des dalles avec des grosses ouvertures, dont la géométrie comporte de grosses ouvertures, des alvéoles, et ces alvéoles, elles vont être là aussi soit remplies d'un mélange de terre et de sable en vue d'être engazonnées, soit gravillonnées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fonction là aussi des capacités d'infiltration dont on a besoin à un endroit donné, ben, on va privilégier plutôt un remplissage en gravillon ou en gazon. Bien évidemment, on infiltre plus à travers du gravillon qu'à travers un mélange terre-sable. Autre fonction au pluriel pour gérer les eaux pluviales, c'est ce que j'ai regroupé dans la gestion des volumes au travers de 3 sous-fonctions, le traitement, le stockage et la régulation. Donc là aussi, vous voyez un certain nombre de solutions permises par l'industrie du béton, enfin permises ou en tout cas fabriquées en produits en béton. Donc, pour faire des bassins, donc là, ce qui est intéressant, et vous le voyez au travers des photos qui sont projetées, c'est qu'on va pouvoir réaliser des bassins de taille vraiment adaptée aux quantités d'eau qu'on a à stocker, puisqu'on a des produits qui vont pouvoir être assemblés entre eux, et on mettra finalement autant de produits qu'on a besoin de volume. Donc, ça peut être des produits qui vont permettre de constituer des bassins enterrés. On le voit par exemple à gauche avec l'utilisation de cadres, là encore, ou avec l'utilisation de gros tuyaux, c'est la deuxième ligne. Ou également, on peut réaliser des bassins à ciel ouvert, donc avec des éléments en U par exemple. Donc ça, c'est pour gérer, enfin pour créer en tout cas le volume de stockage. Et associé à ce stockage, donc soit en amont, soit en aval, on peut avoir des dispositifs qui vont permettre de, comme on le disait tout à l'heure, traiter ou retirer une partie de la pollution ou des eaux pluviales. Donc, c'est le cas, par exemple, avec des produits qui vont assurer des fonctions de dégrillage, de dessablage ou même de décantation. Donc, vous en avez quelques illustrations ici.
Et puis, ces eaux qu'on a pré-traitées ou traitées et stockées, comme on le disait tout à l'heure, avant de les restituer au milieu naturel ou à un réseau, il faut en contrôler le débit, le réguler. Et donc là aussi, on propose des produits qui vont permettre d'assurer la vidange du bassin à un débit qui soit régulé. Donc ça se fait par des régulateurs de débit ou des orifices de régulation. Donc quand on utilise un régulateur de débit, on va chercher à avoir un débit de vidange qui est constant. Quand on a un orifice de régulation, le débit de la vidange est dépendant de la hauteur d'eau en fait dans le bassin en amont, mais en tout cas, il ne dépasse pas la limite qui est fixée par ce qui peut recevoir ces eaux en aval. Donc là aussi, milieu naturel ou réseau. Ces différentes fonctions, elles peuvent être combinées. C'est ce qu'on peut faire avec la technique des chaussées à structure réservoir. Donc là, pour ce type de chaussée, de structure-là, il y a deux modes de captation des eaux pluviales, soit une collecte qui va se faire classiquement par des bordures et caniveaux, donc on parle de collecte répartie, soit de collecte linéaire, donc localisée, soit, donc ça c'est ce que vous avez à gauche sur le schéma, soit ce que vous avez à droite, une collecte qui va être répartie. Donc là, typiquement, ça peut se faire au travers d'un revêtement drainant, donc en utilisant par exemple des revêtements de type pavé poreux, pavé à joint large ou dalles en gazonnier. Ces eaux, une fois qu'on les a récupérées, ce qui est intéressant dans le concept de la chaussée à structure réservoir, c'est qu'on va constituer l'assise de la chaussée avec un produit qui va à la fois assurer la résistance mécanique, la tenue au trafic, et à la fois permettre une capacité de stockage. Donc, pour ça, on a une solution en produit en béton qui s'appelle Hydrocyle, qui est constituée donc de cylindres creux qui font 8 cm de haut, 8 cm de large avec une épaisseur de 2 cm de paroi et qui permettent, lorsqu'ils sont mis en œuvre en vrac, comme on le voit sur les photos, de stocker 600 litres d'eau par mètre cube mis en œuvre, donc un indice de vide de 60%. Ce qui est intéressant également dans ces cylindres préfabriqués, c'est qu'ils ont une portance équivalente à de la grave. Donc là, on va faire d'une pierre deux coups finalement, on va réaliser une structure de chaussée et en même temps, on va créer un bassin de stockage sous la structure de chaussée. Ces eaux étant stockées, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Soit, si on le peut, on les infiltre dans le milieu naturel, soit on les envoie vers un réseau d'eau pluviale, si cela n'est pas possible. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces différentes fonctions à assurer pour gérer les eaux pluviales et les valoriser, l'objectif, c'est qu'elles soient bien calculées, adaptées au lieu où on implante les ouvrages. Et c'est ça aussi qui va contribuer à leur pérennité et à leur utilisation, ou en tout cas leur durabilité au cours du temps. Pour que ces fonctions soient bien dimensionnées, on a développé un logiciel au CERIB qui s'appelle Oduc Plus et qui permet, où on retrouve en fait un certain nombre des fonctions qu'on a vues tout à l'heure. La collecte, le transport, l'utilisation d'eau de pluie, ça je ne vais pas en parler là, le respect de l'environnement et le chiffrage. Pour la partie collecte, ce logiciel permet de faire des dimensionnements en cohérence avec le fascicule 70 titre 2, première chose, mais également avec le mémento technique de l'ASTE de 2017. Pour cette fonction de collecte ou cette notion de collecte, donc on va calculer des quantités d'eau pluviale
issu d'un bassin versant dont on veut récupérer les eaux. Dimensionner éventuellement un bassin de rétention associé. Donc, dimensionner un bassin de rétention, ça veut dire calculer un volume de stockage. On peut également, en fonction des capacités en aval de ce bassin de stockage, déterminer le diamètre d'un orifice de régulation. Donc ça, c'est vraiment pour la partie je stocke et je régule. Mais également, ce logiciel permet, en fonction d'un projet donné, de déterminer la perméabilité dont on aurait besoin si on voulait faire de l'infiltration. Donc, et dans ces cas-là également, de dimensionner, le cas échéant, un bassin de stockage, une chaussée à structure réservoir, un volume de stockage sous-jacent à ce revêtement drainant, donc pour gérer les eaux pluviales d'un lieu donné. Donc ça va dépendre de la surface de ce lieu, des conditions de ruissellement des eaux là où ce projet est implanté, mais également bien sûr de la pluviométrie locale et des conditions pluviométriques desquelles que l'on veut gérer au travers de l'ouvrage qu'on est en train de dimensionner. Donc ces différents modules qu'on retrouve dans le logiciel Oduc Plus sont vraiment des outils pour, d'une part, déterminer le besoin, mais ensuite vont permettre de choisir les produits, les solutions adaptées à la gestion des eaux pluviales à l'endroit où on est en train de réfléchir à un projet. Voilà. Parce que moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de solution unique ou il n'y a pas de solution idéale. Il y a des solutions qui sont adaptées à un projet ou à ce qu'on veut faire. On ne peut pas toujours faire de l'infiltration, on ne peut pas toujours faire du stockage enterré, enfin du stockage à ciel ouvert, l'infiltration. Quelquefois, on est obligé de faire du bassin enterré. Donc, les différents modules de ce logiciel vont permettre d'aider au choix de la solution la plus adaptée. Autre fonction qui est traitée, qui est permise dans ce logiciel Oduc Plus, c'est le dimensionnement hydraulique, des canalisations. Des canalisations circulaires qui fonctionnent à écoulement libre. Donc voilà, on est en plein dans le fascicule 70 titre 1. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que effectivement, là, on est plutôt dans une optique où on évite le tuyau dans la thématique d'aujourd'hui, mais néanmoins, quelquefois, on est quand même obligé d'assurer une fonction de transport de des eaux pluviales qu'on a à gérer. Et dans ce cas-là, il faut bien déterminer le diamètre, puisque là, on est typiquement dans le sujet, le diamètre du tuyau à utiliser pour emmener les eaux d'un point de collecte à un point de stockage ou d'infiltration ou une station. Donc, ce module je transporte dans Oduc Plus, il permet, en fonction là aussi des conditions du projet, donc le débit à faire passer, la pente, le taux de remplissage qu'on va accepter dans le réseau, de déterminer le diamètre nécessaire au transport des eaux pluviales, par exemple. Alors, il le permet aussi pour les eaux usées, mais aujourd'hui on parle des eaux pluviales. Je ne rentre pas dans le détail des conditions de dimensionnement hydraulique. Pour la partie transport également, le logiciel Oduc Plus permet de faire du dimensionnement mécanique des canalisations. Donc là aussi, en complète cohérence avec le fascicule 70 titre 1. Donc, c'est vraiment la méthode de calcul du fascicule 70 qui est introduite dans ce logiciel. Et donc, comme vous le voyez, on peut faire du dimensionnement mécanique pour n'importe quel matériau. C'est-à-dire que la canalisation soit en béton, en fonte, en grès, en PVC, en PRV, en polyéthylène,
ou en polypropylène, on peut, en fonction des données d'un projet, donc de la profondeur d'enfouissement du réseau, de son diamètre, des charges qui vont circuler à l'aplomb, vérifier qu'une canalisation qui est pressentie va bien convenir dans le cas du projet qu'on est en train de traiter. Bien évidemment, ce dimensionnement mécanique dépend également des conditions de remblayage et de compactage, donc le type de sol, la façon dont on va réaliser le compactage autour du tuyau, donc va permettre de choisir là aussi la canalisation, le matériau de canalisation, ou peut permettre de choisir le matériau de canalisation adapté aux contraintes d'un projet. Comme vous le voyez, il y a un certain nombre de charges, de modules complémentaires qui ont été développés aussi, là, typiquement ou uniquement pour les réseaux en béton. Le fascicule 70 ne traite que des canalisations qui sont posées en tranchée ou en remblai. Mais pour les réseaux en béton, on a développé des modules qui permettent de traiter des cas de pose en tranchée asymétrique. Ce sont les 2 pictogrammes en bas à gauche. La pose en dépression, lorsqu'on fait une préfouille et qu'on vient ensuite remblayer à une hauteur supérieure à la hauteur initiale, mais également des poses spécifiques avec une voûte en béton armé, un berceau en béton armé ou avec interposition d'un matériau souple. Les 3 poses de droite sont vraiment des poses dans des cas un petit peu exceptionnels où on a des charges importantes et où on cherche à utiliser une classe de résistance de canalisation classique. Donc, on cherche à adapter le type de pose pour ne pas avoir à surdimensionner une canalisation, par exemple. Ce logiciel Oduc+, il comporte également un module de calcul environnemental, donc sous 2 volets. Le premier, c'est qu'il permet de calculer l'impact environnemental d'un chantier de canalisation en béton. Et d'autre part, il permet de faire un comparatif entre les impacts environnementaux de réseaux réalisés en différents matériaux. Donc ça, c'est basé sur une étude qui s'appelle QER, Qualité environnementale des réseaux, qui a été réalisée il y a quelques années et qui présente l'intérêt d'avoir été soumise à une revue critique, donc une revue critique à laquelle ont participé des représentants de l'ensemble des parties prenantes, donc des fournisseurs des différents matériaux, des canalisateurs exploitants. Et cette revue critique a permis de valider la méthodologie employée pour l'étude comparative. Je ne vais là aussi pas revenir là-dessus, mais je resterai disponible si besoin d'en parler. Ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que contrairement à certaines idées reçues, cette étude elle a permis de mettre en évidence que selon les critères et les impacts environnementaux auquel on s'intéresse, le béton est soit à égalité avec les autres matériaux, soit pour certains indicateurs clairement meilleurs et moins impactants environnementalement. Donc c'est assez intéressant comme étude et pour essayer de faire comprendre que le matériau béton a un véritable atout au niveau environnemental. Et sur cet aspect-là également, ce qu'il est important de souligner, c'est que pour les produits, on a un certain nombre de fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui permettent de faire à l'échelle des ouvrages des bilans environnementaux plus conséquents. Je n'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais il faut savoir également que dans ce logiciel Oduc+, on a un module de chiffrage qui permet de calculer les coûts de mise en œuvre pour des chantiers d'assainissement.
Ce logiciel, il est libre d'accès, donc soit téléchargeable librement sur le site du CERIB, dans la rubrique expertise, travaux publics, génie civil, soit utilisable directement en ligne à l'adresse qui est indiquée ici, donc auduc-plus-plus.fr. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui, uniquement sur la version en ligne, est utilisé par 2500 personnes environ, et qui, ces utilisateurs représentent, j'allais dire, l'ensemble des maillons de la chaîne d'un projet d'assainissement. On retrouve des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, maîtres d'œuvre, des entreprises de pose, mais également des fabricants de canalisation, donc qui utilisent un ou plusieurs modules en fonction de leurs besoins. Donc n'hésitez pas à vous aussi aller le voir et aller l'utiliser également en fonction de vos besoins. J'en ai terminé, je crois que je suis plutôt dans les temps, donc Luc va être parfaitement synchrone, Sophie. content. Eh ben, je vous invite à rejoindre aussi le site du CERIB, sur lequel on a un certain nombre de documents pédagogiques sur le dimensionnement, sur la mise en œuvre des solutions pour la gestion des eaux pluviales. Et puis, je vous dévoile un petit peu en avant-première la couverture d'un guide qui fera l'objet d'une présentation plus large lors du Carrefour de l'eau sur l'ensemble des solutions en béton pour la gestion des eaux pluviales. Exactement, vous êtes aussi à nos côtés sur le Carrefour, et évidemment, toutes et tous, on vous attend nombreux et nombreuses sur le Carrefour de l'eau fin janvier à Rennes. Sophie, il y a plein de questions qui ont été posées, et je vais donc, comme je m'étais engagé, les verbaliser. Une première question, vous allez voir, elles sont très différentes. Une première question posée par Désiré Thiebaud, c'était sur votre prise de parole autour des dalles enherbées. Et cette question est, quelle est la tenue au passage du public? Et donc, finalement, en creux, est-ce que ça supporte un nombre de passants par heure assez élevé? J'imagine un peu les réponses, mais voilà la première question qui vous est posée. Alors effectivement, sur ces dalles-là, en fait, ce ne sont pas des dalles pleines comme les dalles classiques. Donc il a fallu aussi, compte tenu de leur développement et de leur intérêt en termes d'infiltration, cadrer là aussi comment caractériser leur domaine d'emploi pour s'assurer qu'elles allaient tenir la circulation de véhicules au passage. Donc, pour ça, on réalise des essais en fait sur une structure reconstituée de chaussée avec de la grave en dessous, ce revêtement en surface. Et en fonction du domaine d'emploi qui est visé par le fabricant du produit, on vise, on cherche à vérifier que les dalles sont résistantes, suffisamment résistantes pour ce domaine d'emploi et pour le valider. Et lorsque c'est bien le cas, cette caractéristique de tenue au trafic peut faire l'objet d'une certification derrière et d'une marque NF. Donc voilà, donc ce sont des produits effectivement qui sont bien utilisables et résistants pour tenir au passage de véhicules. Voilà. Alors ils sont plutôt aujourd'hui utilisés sur des parkings pour ce qui est des dalles. Voilà. D'accord, donc forcément, ça tient bien au passage du public, pour le coup. Puisque si oui, c'était ça la question. Hein. Oui, au passage du public, moi je l'ai tout de suite extrapolé en trafic parce que c'est encore plus contraignant de faire circuler des véhicules que des personnes, quoi. Mais oui, de facto, oui. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement, donc pas de souci. Vincent Lambert vous pose une question. Enfin, il y a à la fois une constatation et puis une question. Lorsqu'on parle de production de produits béton en local, ce qui évidemment, comme vous le disiez, va dans le sens de l'écologie, mais surtout notamment sur les cadres des producteurs français, il dit que ces producteurs français sont en concurrence par notamment des producteurs espagnols ou italiens qui importent des produits de moindre qualité technique, dit-il, non conformes aux attentes du CEREMA,
Et donc, pour le coup, d'impact écologique et économique peut-être plus négatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près, vous, au CERIM? Vous êtes au fait de ces problématiques-là? Alors, oui, et c'est vrai que, c'est aussi pour ça que, a été mise en place une certification NF sur ces produits, pour, garantir l'aptitude à l'usage et à l'emploi, de ce type de solution. Là, typiquement pour les revêtements drainants, c'est le cas. Après, ce qu'on pour les produits pour lesquels il n'existe pas de certification, la garantie des performances, effectivement, elle est plutôt liée directement ou assurée directement par le fabricant. Mais malheureusement, aujourd'hui, à part inciter les maîtres d'ouvrage lorsqu'ils ont des doutes sur les performances de produits qui sont importés, à faire des essais de réception, en fait, hein, des essais mécaniques, des essais d'étanchéité, par exemple, et à utiliser des produits plutôt français. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. En tout cas, dans les fascicules, on incite les maîtres d'ouvrage à utiliser des produits certifiés. Mais néanmoins, la certification n'existe pas toujours. Merci Sophie, on comprend bien la logique. Sylvaine Catelin pose une question très simple. Au bout de combien de temps faut-il renouveler une chaussée réservoir, Sophie Jacob? Alors, Est-ce qu'il y a une réponse à ça ou des éléments plus techniques et voilà. Alors, il y a des éléments qui sont liés au retour d'expérience qu'on peut avoir sur ce type de chaussée, qui montrent que dans le temps, elles sont assez durables. Alors, bien évidemment, il faut s'assurer lorsqu'on a notamment de l'injection de manière localisée, comme je disais tout à l'heure, ou en tout cas répartie par des caniveaux, bien capter les gros polluants pour pas les matières en suspension pour pas qu'elles viennent colmater la chaussée réservoir. Mais à minima, on peut considérer que la durée de vie est celle d'une durée de service courante d'une chaussée, donc de 20 à 30 ans au minimum. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Je vais remonter sur la question d'avant, puisque Vincent Lambert vient de refaire un petit commentaire, mais je ne le comprends pas forcément. Il dit pas de certification sur les cadres. Alors, Oui, ce que ça veut dire, mais vous il y a savez. Ouais. Pardon. Donc effectivement, comme je le disais, il n'existe pas de marque NF, pas de certification sur les cadres. Mais ça, c'est comme ça pour le moment. Peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, effectivement, pour ces produits-là, c'est pas sur ce critère de certification qu'on peut assurer l'aptitude à l'emploi des produits. Donc après, il y a un certain nombre de garanties qui peuvent être apportées par les fabricants, de par les fabricants français en usine, de par la maîtrise à la fois des composants utilisés dans le béton, l'utilisation des moules et les contrôles qualité qui sont de toute façon faits dans leur site de fabrication, même si il n'y a pas de certification derrière. Pas de certification ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle en usine. Voilà. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a plein d'autres questions qui arrivent. Je me dépêche parce qu'il faut qu'on se dépêche pour tenir l'heure. Emmanuel en Poulange pose la question encore une fois sur la chaussée à structure réservoir. Et c'est un peu les conditions de mise en place. Peut-elle être mise en place quel que soit le flux, le type de véhicule, évidemment aussi le type de terrain s'il le permet. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des études derrière avant de mettre en place la chaussée. Je vous écoute. Ouais, donc clairement, en fonction du trafic, on est vraiment dans une conception de structure de chaussée, hein. Donc nous, on avait fait
des essais pour qualifier la tenue au trafic de la solution hydrocile. Donc, essais qui ont abouti à la conclusion qu'on a été sur une portance équivalente à de la grave. Bien évidemment, en fonction du trafic, il faut adapter l'épaisseur, là aussi, de l'assise de la structure de chaussée. Et puis, lorsque l'assise de chaussée ne peut pas être constituée directement avec ce matériau-là, parce que la portance du sol, du fond de forme ou le trafic sont trop importants, il est aussi toujours possible de réaliser la couche du dessous, en fait, en éléments stockants. Mais ça aussi, ça se calcule, ça se dimensionne. J'en ai pas parlé de la partie calcul mécanique, mais on a aussi un logiciel qui s'appelle Voirib qui permet de faire du calcul de structure de chaussée. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Après, il n'y a plus de questions. Il y avait 2 remarques, mais je me dois aussi de les citer. Une remarque d'un intervenant qui aurait souhaité voir des propositions de gestion des eaux plurielles un peu plus durables et un peu moins orientées sur le passé. C'est sa position, mais je me suis permis de la verbaliser puisque c'est tout à fait normal. Et à la fois, un retour d'expérience aussi, et pour le coup, c'est le ministère, puisque c'est Marie Tabary, qui vous remercie pour cette présentation-là, et donc de cette présentation et de cette réflexion de mise en œuvre des solutions en amont. Et j'ai une dernière question, Sophie, puis après on va, je pense, s'arrêter. Juste par rapport Pardon, je vous laisse réagir, excusez-moi. Ouais. C'est par rapport à la notion de solution du passé. Moi, je pense que ce qui est important quand même de garder en tête, c'est qu'on peut pas toujours infiltrer, on peut pas toujours, comme je le disais, il n'y a pas de solution unique. Donc, quelquefois, on est obligé d'utiliser ces solutions que monsieur qualifie du passé parce que on peut pas toujours faire autrement. Voilà. Faire autrement. Et une dernière question, Stéphanie Lochon. Voirib, logiciel que je ne connais pas, est-il accessible en ligne? Oui, donc là, alors, il est accessible en téléchargement, lui, donc directement sur le site du CERIB, dans la rubrique expertise, travaux publics, génie civil. Est-ce que vous pouvez mettre le lien directement dans le fil de discussion pour que tout le monde je vais faire ça. Par contre, il n'y a pas de version, en ligne, contrairement à Auduc Plus, qui est utilisable directement sur Internet. Voirib, il faut le télécharger sur son poste. D'accord. Voilà. Il est 10h41, on s'était donné 10h45, donc on est parfaitement en ligne. Désiré Thiebaud qui nous avait fait la première question. Béton recyclé égale économie circulaire par rapport aux solutions du passé. Béton recyclé par rapport aux Alors, je ne sais pas forcément quel était le message là que monsieur Thiebaud souhaitait passer, mais effectivement, par rapport aux solutions, alors aux solutions béton, ce sont aujourd'hui des pistes de travail. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui se font en incorporant des granulats recyclés dans le béton pour là aussi limiter l'utilisation de ressources naturelles. Voilà, donc ça se fait et on travaille aussi encore sur le sujet pour les développer. Parfait. Merci beaucoup, Sophie Jacob. Merci à toutes et tous d'avoir été à nos côtés et d'avoir suivi. Désiré Thiebaud vous fait un point levé, donc satisfait de la réponse. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été à nos côtés. Vous avez été jusqu'à 80 à suivre cette conférence. Merci beaucoup. Merci Sophie Jacob. Évidemment, vous retrouvez le CERIB sur le carrefour des gestions locales de l'eau. Vous retrouvez aussi Idéal Connaissance et les quasiment 200 conférences qui vont être présentées. Si vous voulez continuer à échanger avec Sophie, quand vous revenez sur la plateforme, vous voyez à un moment donné en bas, il y a des petites tables et il y a une table CERIB. Eh bien, écoutez, Sophie Jacob s'y retrouvera et vous pourrez la rejoindre pour faire des échanges complémentaires.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et on reprend les conférences à 11 heures. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. tous. À tout de Au suite. revoir.